En France, il y a 1 million de personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer. Et tous les ans, il y a 230 000 nouveaux cas. En moyenne, on peut dire qu'à 85 ans, une personne sur 4 est atteinte. À 90 ans, c'est une personne sur 2, c'est énorme. Alors, quelle est la façon de gérer cette pathologie lourde au jour le jour? Quelle est l'évolution de cette maladie? Peut-on en guérir? Quels en sont les symptômes? Et comment la vit-on au quotidien? Le tout premier travail que j'ai fait, je crois que c'était... J'ai oublié. Ici, à Toulouse. Mais quel travail? Tu étais dans la brique, dans les briquettes. Ah oui, la brique. Oui, La brique rouge. La briquette. la brique rouge de Toulouse. Oui, avant je faisais ça comme travail. Et après, j'ai changé. J'ai pas arrêté de changer. J'ai fait ça. Et après, j'ai changé... Qu'est-ce que j'ai fait après? À Lyon? À Montpellier? J'étais dans quoi? L'électricité, non? Voilà, mais c'était à Ah oui, Montpellier. j'étais électricien à Montpellier. Je faisais des réparations. J'ai changé plein de fois de métier. J'ai bougé. Beaucoup. C'est fini maintenant, je suis à la retraite. Au revoir le boulot. C'est en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il faisait des choses un peu bizarres. Il avait tendance à oublier. Il oubliait où il laissait les objets. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Un jour, il avait besoin de renouveler une ordonnance. Alors j'ai profité d'un rendez-vous chez son médecin pour en parler. Il nous a alors proposé de faire une évaluation de sa mémoire. Les différents entretiens se sont étalés sur 6 mois. Et on a fini par le diagnostiquer Alzheimer. Mais pas à un stade très avancé.
Ça a pris 6 mois, et maintenant, il est examiné chaque année. Il est sous traitement, bien sûr. Sans cela, il déclinerait très vite. Son état se dégraderait. En fait, le traitement permet de maintenir son état. Ça le protège en quelque sorte. Ça lui évite de sombrer. Bonjour. Bonjour. Entrez, pris. Qu'est-ce que c'est exactement que la maladie d'Alzheimer? Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une des causes de démence. C'est la plus fréquente cause de démence. Mais la démence, c'est une pathologie neurologique avec une origine cérébrale qui se caractérise par l'apparition progressive des symptômes, une chronicité dans l'évolution de la maladie et un aspect incurable. Donc on n'est pas dans le cadre psychiatrique de la folie puisque la démence, c'est une pathologie neurologique. Et la maladie d'Alzheimer est une des causes dégénératives de démence. Il y a 3 caractéristiques dans la maladie d'Alzheimer. D'abord, les troubles cognitifs, c'est-à-dire les problèmes de mémoire, d'attention et de concentration, et des troubles du comportement, de type apathique avec des patients qui diminuent le nombre d'activités, des problèmes d'agitation éventuellement et parfois des troubles du sommeil. Et également un impact dans les activités de la vie quotidienne avec une limitation du nombre d'activités et progressivement une perte de l'autonomie. C'est vrai qu'on est à une époque où il y a de plus en plus d'informations autour de la maladie d'Alzheimer. Ça peut générer une certaine anxiété chez les gens. J'ai entendu dire que l'eau du robinet pouvait favoriser l'apparition de la maladie. Il faut déjà rappeler que finalement la maladie d'Alzheimer est une pathologie qui est liée à l'âge. Et son apparition progressive des symptômes apparaît donc avec l'avancement en âge. Et donc l'augmentation du nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer est aussi parallèle finalement au vieillissement de la population et à l'augmentation de l'espérance de vie. On sait notamment que, ce n'est pas un facteur environnemental, mais le sexe, c'est un facteur qui peut influencer. La fréquence de la maladie est plus importante chez les femmes, notamment. Mais parmi les facteurs de risque, les facteurs environnementaux, il y a les facteurs de risque vasculaire. L'hypertension, le diabète, le cholestérol sont des facteurs qui peuvent aussi, pas déclencher maladie, mais favoriser cette pathologie. Il y a aussi les facteurs type le niveau socio-culturel, le niveau d'études. On sait que les patients qui ont un niveau d'activité intellectuelle supérieur sont des facteurs qui vont protéger à la maladie. Ça ne va pas forcément pas permettre d'avoir la maladie, mais en tout cas, c'est des facteurs qui viennent protéger les patients. La présence d'une activité sportive aussi sont des facteurs qui viennent protéger, sont des facteurs protégeants. Mais aucun de ces facteurs à eux seuls ne permettent de déclencher ou de protéger la maladie. C'est l'association de tous ces facteurs qui peuvent être favorables ou défavorables. Une personne qui est diagnostiquée Alzheimer, que se passe-t-il pour elle? Tout l'intérêt actuel, c'est de diagnostiquer précocement la maladie pour essayer de compenser très précocement le déficit lié aux lésions qui apparaissent dans le cerveau. Et l'objectif de cette prise en charge précoce, c'est donc de permettre une prise en charge également médicamenteuse précoce. Il y a des traitements qui sont des traitements symptomatiques de la maladie qui permettent de diminuer finalement les 3 signes majeurs de la maladie, à la fois les problèmes de mémoire, les problèmes d'attention et de concentration, les problèmes de comportement et aussi de limiter l'impact de la maladie dans la vie quotidienne et sur l'autonomie des patients. Daniel s'est plaigné de sa mémoire, beaucoup, en disant « Je lui disais, mais t'exagères, qu'est-ce que t'as à nous embêter avec ça ?» Voilà. Mais il était très lucide, en fait, il s'en est rendu compte bien avant tout le monde. Et un jour, il me dit, comme ça, « Et elle est où l'armoire à pharmacie ?» J'ai dit, toujours à la même place, ça fait 36 ans qu'on habite ici, ou 30 ans à l'époque. Il me dit, « Je sais pas où elle est. »
dis, elle ne sait pas, elle me dit non. Alors j'ai dit, ben elle est là. Il dit, ah, maintenant que tu me le dis, oui. Donc il ne savait plus du tout où était là. Et après, il ne savait pas où était l'aspirateur, enfin, toutes les... voilà, plein de choses comme ça. Donc déjà, on savait avant de consulter. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'abord d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est la première chose. Donc on me colle, j'existe dans une maladie que je n'ai pas. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et je l'ai vérifié plusieurs fois. Par exemple, je sais pas, il y a... T'as pas la maladie, mais t'as des pertes de mémoire, c'est tout. T'es d'accord que t'as des pertes de mémoire. Bon, maintenant que ça s'appelle la maladie d'Alzheimer, on me dit je sais pas quoi, on s'en fiche. Mais t'as des pertes de mémoire, t'es d'accord. Pour moi, c'était pas une question de mémoire, c'était une perte. Attends, qu'est-ce que je voulais trouver Voilà, ça me sort de l'esprit. Voilà, c'est ça. Donc, ça sort de l'esprit, mais ça peut très bien s'appeler ce qu'on s'en fiche, on appelle ça n'importe comment, peu importe. Je souhaiterais rencontrer le docteur Drillon. Est-ce possible? Oui, vous pouvez rentrer, il est là, il vous attend. Merci. Je voudrais savoir, c'est particulièrement difficile de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer? Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est essentiellement l'interrogatoire du patient et de son entourage. C'est essentiellement ça, le principal dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Il y a des examens complémentaires, mais l'essentiel, c'est quand même l'interrogatoire. Et pour faire ce diagnostic avec des patients sourds, il faut partager la même langue qu'eux pour pouvoir faire le diagnostic. Et voilà, donc c'est ce qui pose problème pour faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de tout type de démence chez les sourds, avec souvent des retards de diagnostic, plus encore que chez les entendants. Il faut adapter les tests existants pour les entendants au contexte de la langue des signes, mais donc ça demande pas seulement une traduction, ça demande une transposition, une adaptation. Par exemple, la séquence où on montre dans la version en français, on écrit la phrase « fermez les yeux ». On la montre au patient et on demande « vous faites ce qui est écrit là ». Donc qu'est-ce qu'on teste? On teste sa capacité à comprendre, à lire et à comprendre l'ordre qui est donné et à exécuter l'ordre qui est donné. C'est assez inadapté pour les sourds puisque un certain nombre de sourds adultes qu'on est amené à rencontrer ne maîtrisent pas bien le français, donc peuvent ne pas comprendre la phrase qui est écrite. Première chose, puisque ce n'est pas leur langue habituelle. Et deuxième chose, on leur demande de fermer les yeux, ce qui pour un sourd est assez inadapté lorsqu'on veut le tester, puisque à partir du moment où il ferme les yeux, on coupe la communication. Au stade actuel, on a fait le travail d'adaptation, mais il y a des gens qui nous demandent, vous pouvez nous le donner parce qu'on a des sourds à évaluer, etc. Je dis non, on ne peut pas le donner maintenant parce que ce n'est pas validé. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut d'abord valider que ce qui a été fait est correct. On doit montrer que c'est correct. Et voilà, on s'assoit sur la table. Moi, je me mets là, sur la table. C'est Daniel qui, tous les matins, range la vaisselle. À partir du lave-vaisselle, il range la vaisselle. Donc voilà, c'est écrit un peu. Bon, tout n'est pas écrit, mais bon. Là, il y a des verres, c'est de la... Voilà, le petit déjeuner. Mais dedans, il n'y a rien. Petit déjeuner, voilà. Donc c'est un petit peu écrit, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'étiquettes. Hein. Il y a des bols blancs. Voilà, les tasses à thé, parce que c'est pas les mêmes. Ah, tiens, les tasses à café, ça non. Elles vont de l'autre côté, ça, mais c'est pas grave. Mais combien de personnes? 2. Qu'est-ce qu'il y a à mettre encore? Les assiettes. Oui, qui sont où les assiettes? Ouais. Alors je mets combien d'assiettes? On est 2. Tu mets 2 assiettes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à mettre encore? Les verres.
quand le diagnostic tombe, quand même, ça fait un choc. Moi, ça m'a fait un choc. Tel que je suis tombée par terre, sur un trottoir, je me suis plantée ma cheville, mon genou là, et je me suis retrouvée sur une chaise roulante, le temps de le dire. Et du coup, j'ai dit, voilà, toi c'est les jambes, moi c'est la tête. Et donc, il a été chercher la chaise roulante, c'est lui qui me roulait dans ma chaise. Voilà, on a fait un petit transfert de compétences à ce moment-là. Le temps de comprendre, ça m'a pris quand même au moins 2 bonnes années. Voilà, de temps d'inventer des nouveaux trucs. Et là, comme je vous dis, maintenant, je suis prête à inventer tout le temps quelque chose. Le plus important, c'est vraiment de jamais perdre sa bonne humeur, jamais. Et là, je dois dire que j'ai fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès, parce qu'à une époque, je me désolais. D'ailleurs, au début, je me désolais. D'ailleurs, je me disais, mais t'as l'air triste, qu'est-ce que t'as? Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Mais je vois bien que t'as l'air triste et tout. Ça va pas, qu'est-ce qui t'inquiète? Qui disait ça? Toi? Dès que j'ai l'air inquiète, tu sais ça. Alors là, c'est tout de suite, hein, je veux dire. On peut pas le cacher. Voilà. Donc la bonne humeur, du coup, c'est une bonne humeur, comment dirais-je, qui ça se répand. Et puis je trouve que ça se voit tout de suite quand quelqu'un commence à se sentir pas bien ou déprimé, parce que finalement, quelqu'un qui a cette pathologie, il se cogne sur des murs un peu ici ou là. Et donc ça casse un peu, quoi. Et donc on voit les yeux qui deviennent moins brillants, qui sont un peu comme ça. Et ça, vraiment, il faut pas laisser ça passer. Il faut vraiment remettre tout pour que la personne soit justement à l'aise. Voilà. En général, je viens après le travail, c'est-à-dire le soir. J'arrive souvent vers 7h. Et là, il me demande « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et je réponds « Eh bien, ça me fait plaisir de venir voir mon papa. » On bavarde un peu, je vérifie que tout va bien, je prends des nouvelles. Je lui demande comment va sa santé. Je contrôle dans le carnet que sa tension est bonne. Je regarde s'il a bien changé ses vêtements. Voilà. Et comme on a une aide à domicile, j'ai pas à m'occuper des tâches ménagères, je n'ai rien à faire. Papa vit simplement, et finalement, ce n'est pas si compliqué la relation avec un malade d'Alzheimer. Et en plus, physiquement, il va bien. Oh oui, toujours bien. Il est autonome. Le soir, il mange. Bon, il faut quand même que je contrôle s'il a bien mangé, parce qu'il peut lui arriver d'oublier de manger. Ou parfois, il n'a pas faim, ça dépend. Comme il est sourd, la communication est plus compliquée pour lui. Et ça, c'est une inquiétude permanente. Être Alzheimer et sourd, ça vous coupe des autres. C'est encore plus difficile. C'est pour ça que je viens le voir aussi souvent que possible. Comme il est autonome, je lui demande de réfléchir à ce qu'il aimerait faire. Il n'en sait rien. Alors je lui propose des sorties culturelles ou des balades. Ça, c'est ma partie. Quand je vois qu'il a pris soin de lui, qu'il s'est habillé, je lui trouve des activités, plutôt visuelles.
Ça lui plaît, il vient ou pas. Je l'accompagne et parfois je le pousse un peu pour lui changer les idées. Il est important d'avoir des activités quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer. Faire de la musique, faire du sport, ça maintient les fonctions cérébrales, c'est ça? On sait que parmi les facteurs qui peuvent préserver certaines fonctions cognitives dans la maladie d'Alzheimer, sont les activités sociales, le maintien d'activités sociales, le maintien d'activités intellectuelles, le maintien de compétences spécifiques. Les compétences musicales, le langage des signes sont des compétences spécifiques qui, longtemps, chez des patients, vont être préservées, alors que d'autres fonctions peuvent être atteintes. Donc là, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, finalement. Cette réserve, finalement, cette compétence de plasticité, de réalisation de nouvelles connexions cérébrales qui préserverait certaines fonctions cognitives. Et cette plasticité neuronale, cette capacité à réaliser de nouvelles connexions, elle est favorisée par les échanges sociaux, par les activités intellectuelles, par les loisirs qui vont permettre de maintenir une certaine activité chez le patient. File, en dessous, passez en dessous. Ouais. Et la gauche derrière. Petit. Doucement. Et la gauche. Enfin, encore. Oh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Ça, c'est Bonnard. Gauche, droite, gauche. Gauche. Stop. Très bien. Voilà, là, c'est synchronisé. Je prends un grand plaisir à faire de la boxe. C'est très curieux, je ne sais pas pourquoi. Donner un coup de poing comme ça, ça ne veut pas dire que je touche la personne, mais simplement le fait de faire ce geste, ça produit un certain bien-être. À partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, si on comprend comment la confusion ça fonctionne, il faut essayer d'empêcher qu'il y ait des confusions, puis il faut esquiver toutes les difficultés. Donc si vous voulez, il faut avoir un certain sens de l'esquive, parce qu'il y a d'un seul coup des obstacles qu'il n'y avait pas avant dans la vie, puisqu'avant, ils géraient tout, les impôts, les machins. Moi, je m'étais jamais j'avais fait une déclaration d'impôt de ma vie. J'ai demandé à un comptable de m'aider. Hein. Donc, il gérait tout. Il savait où était chacun des livres. On lui disait, donne-moi, je sais pas quoi. Il allait chercher, pas dire, il avait le cerveau organisé, organisé. Hein. Bon, alors il y a des obstacles qui apparaissent, et ces obstacles, il faut les contourner. Si on fonce dedans, tout le monde s'explose, et puis voilà. Hein, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu de savoir-vivre. C'est du savoir-vivre, en fait. Donc, et là, simplement, on voit, là, qu'est-ce que ça veut dire savoir-vivre. Parce que là, si on ne sait pas, paf, on s'en prend plein la figure, c'est sûr.